Alors tout d'abord, merci à l'Agence de l'eau de m'avoir invité à cette conférence qui est très intéressante pour moi, qui va vous dépayser également, hein. Il y aura assez peu de chiffres, donc ça va être très différent de la première présentation. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage aux géographes, puisque c'est quand même les géographes qui, plus que les historiens, ont d'abord produit beaucoup de connaissances en sciences humaines et sociales sur le Rhône, hein. Jacques Bettemont, auteur d'une thèse il y a plus de 40 ans, et puis d'un ouvrage de synthèse sur les grands fleuves, qui fut un de mes livres de chevet quand je préparais le concours de l'École normale supérieure. Et puis également un hommage à Jean-Paul Bravard, qui est dans ses murs, et qui dirigeait l'école doctorale lorsque je faisais mes travaux. Des travaux qui étaient plutôt orientés sur les questions d'hygiène urbaine et d'amélioration de l'environnement urbain, et qui m'ont permis de rencontrer la question des fleuves et des cours d'eau à travers celle de l'hygiène et des grandes épidémies de choléra ou de fièvre typhoïde qui frappaient encore les villes occidentales à la fin du XIXe siècle. Alors donc, de manière générale, ce sont les géographes qui ont été les pionniers de l'étude du Rhône et ils sont désormais rentrés comme source pour l'histoire, hein. J'ai sorti ici deux articles de la revue Études rhodaniennes, qui est l'ancêtre de la revue actuelle Géocarrefour, revue des géographes lyonnais. Et ces travaux peuvent être utilisés alors soit pour l'histoire du climat, c'est le cas d'un article de Maurice Pardet à gauche sur les crues du Rhône de décembre 25 et février 28, article bien documenté sur le plan météorologique et hydrologique et qui montrait bien la crue d'origine océanique et non cévenole à l'époque, avec le relevé de pluie tombé dans la partie amont du bassin versant qui en attestait. Et puis dans le même numéro, on trouvait un article de Pierre Clerget qui faisait état du trafic enregistré en 1927 sur le tout nouveau port Rambaud, géré par la Chambre du commerce du Rhône, donc au sud de la presqu'île de la Saône. Alors vous vous demandez peut-être quel pourrait être l'apport de l'historien pour des périodes récentes, sachant que pour nous, l'histoire contemporaine commence à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, et que vous vous imaginez peut-être plus que l'histoire et l'archéologie sont les meilleurs instruments pour la connaissance des périodes ancestrales ou plus anciennes, ce qui me permet également d'évoquer au passage les travaux d'un médiéviste, Jacques Rossiot, sur le Rhône médiéval. Alors je proposerai ici quelques exemples de la façon dont on peut organiser le récit, hein, puisque l'histoire c'est de la connaissance du passé et c'est aussi la constitution d'un récit des événements. Et nous allons essayer donc de nous décentrer, de prendre de la profondeur chronologique et puis également de sortir un peu du Rhône géographiquement. Donc j'ai prévu un plan en 5 actes, mais ça n'a rien d'une tragédie. Je débuterai cette intervention par un premier temps qui est plutôt méthodologique pour vous montrer comment peut-on faire l'histoire du fleuve. Et puis ensuite, nous balayerons donc rapidement les 2 derniers siècles et je m'arrêterai dans ce que j'ai appelé la transition environnementale, donc une phase qui s'est étalée sur la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, si l'histoire est la science de la connaissance du passé, celui-ci ne se résume pas, comme on l'a souvent enseigné, dans des faits et des dates. 1515, Marignan, 1789, prise de la Bastille, 1921, création de la CNR, 1952, mise en service de l'aménagement de Donzère-Mondragon, 1964, loi sur l'eau. Certes, les dates sont importantes, mais si la carte est l'outil des géographes, la chronologie est celui des historiens. Et cette chronologie sert à étudier les rythmes parfois pluriels et enchâssés dans lesquels notre vie et nos activités sociales sont inscrites, mais également l'environnement, comme on le verra. La question, pour faire une histoire de l'eau, voire une histoire des fleuves, une fluvio-histoire, c'est d'essayer de faire donc cette histoire d'un environnement qui nous échappe, comme l'avait déjà évoqué le philosophe grec Héraclite au VIe siècle avant notre ère. On ne peut pas entrer une seconde fois dans le même fleuve, car c'est une autre eau qui vient à vous. L'aphorisme traduit dans le langage commun par cette idée, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc, faire l'histoire d'eaux qui ont coulé il y a 1 jour, 10 jours, 100 jours ou 100 ans, c'est toujours assez délicat. Et l'on se base essentiellement sur les traces que laisse l'eau, mais ce sont des traces qui vont du plus gros, les troncs d'arbres, les bois morts, les déchets,
jusqu'aux plus petits, les alluvions, et aux microscopiques, les bactéries ou les micropolluants chimiques. Alors comment faire cette histoire ? Eh bien, nous allons voir que pour l'historien, c'est souvent le plus facile, et c'est d'ailleurs souvent ce que les gestionnaires lui demandent, c'est une histoire d'abord culturelle, une histoire des représentations et des perceptions du fleuve et de ses caprices, telles les grandes inondations photographiées depuis le milieu du XIXe siècle. Alors, le Rhône est connu pour celle de 1856, mais celle qui a incontestablement battu les records en termes d'affichage médiatique par les cartes postales, c'était celle de Paris en 1910. Ces catastrophes ont généré d'ailleurs une mémoire, puisqu'il y a quelques années, on a pu voir un docu-fiction sur « Et si la Seine était en inondation à Paris en 2010 », mais il n'en a rien été. Alors, il y a quelques années, en me baladant à Prague pour un colloque, j'ai pu voir également comment cette mémoire de l'inondation était prégnante, puisqu'il s'agissait ici de panneaux d'exposition affichés dans un parc public non loin de la Moldo, un parc qui avait été largement inondé, bien sûr, 10 ans auparavant. Cette histoire culturelle, elle a finalement une longue tradition, puisqu'elle commence avec les voyageurs de l'époque romantique qui ont construit les fleuves comme traits culturels, paysages chargés d'histoire. Dès le XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle, s'est opérée l'invention du Rhin romantique entre Mayence et Cologne par des voyageurs anglais et hollandais séduits par le paysage de vignes en terrasse, de villages et de châteaux perchés au-dessus des gorges. En se promenant le long du Rhin, ils avaient l'impression de voyager dans le temps et de voir le Moyen-Âge. Cette projection de traits humains sur le fleuve, que l'on avait également envie de voir comme un homme libre, on est dans une période de grande révolution périodique pour essayer de demander des libertés, a été l'occasion d'écrits de poètes romantiques, l'anglais Lord Byron, l'allemand Heine, ou notre cher poète français Victor Hugo, qui, dans le Rhin, une sorte de récit poétique en 1842, dit que le fleuve réunit tous les attributs des autres grands fleuves. Le Rhin est, je cite, « rapide comme le Rhône, large comme la Loire, encaissé comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide et vert comme la Somme, historique comme le Tibre, royal comme le Danube, mystérieux comme le Nil, pailleté d'or comme un fleuve d'Amérique, couvert de fables et de fantômes comme un fleuve d'Asie. » On connaissait encore mal les fleuves d'Asie. Cela peut être également une histoire économique et politique, rentrons un peu plus dans le sérieux, qui dialogue avec la géographie, comme l'ont illustré dans leur ouvrage de 1935 sur le Rhin, Albert Demangeon et Lucien Fèvre. Ils partent dans la préface d'un apparent paradoxe. Le Rhin, en Europe, dans le monde, existe-t-il un fleuve pour poser à deux sciences voisines des problèmes aussi différents ? Alors, le géographe observe, et la notion pour lui se dégage vive et forte de tout ce qu'entre pays, entre hommes également, crée de solidarité et d'union la grande voie rhénane. Et pour l'histoire, je cite un peu plus loin, l'historien écoute ces voix grondantes du présent. Alors nous sommes en 1935, vous savez que depuis 2 ans en Allemagne, la situation politique est assez tendue. L'historien écoute ces voix grondantes du présent qui couvrent ou renforcent les voix discordantes du passé qui s'acharnaient à voir dans le fleuve une frontière à gagner ou à conserver. Mais ceci est un apparent paradoxe puisqu'ensuite il collabore durant les pages suivantes pour célébrer le gigantisme des installations rhénanes de Duisbourg, dont on peut retrouver encore sur les images satellites des vestiges, et la symbiose entre l'urbanisation et le fleuve, la puissance économique, est incarnée par la description qu'ils font de la Ruhr, région industrielle pour laquelle on rectifie le fleuve, région qui s'enrichit et se développe grâce au trafic fluvial, l'importation de fer, l'exportation de charbon, de produits métallurgiques. Bref, ils célèbrent la croissance économique, qui était alors en berne suite à la grande crise de 1929-1930, et il célèbre la conquête de l'homme sur le fleuve. Certes, dans les années 30, la pollution du Rhin, tout comme celle de l'atmosphère de la Ruhr,
n'existait pas encore en tant que problème de sciences sociales, mais existait bien dans le paysage. Les raffineries, la navigation contribuaient à polluer l'eau du fleuve. Donc, dans la plupart des récits historiques de ces époques, les rivières, même si elles étaient personnalisées, ont été plutôt traitées comme une toile de fond de l'histoire humaine. Et c'est seulement dans les dernières années que les historiens, avec l'aide des travaux des géographes, des géomorphologues, des écologues, des biologistes, se sont intéressés de plus près aux rivières et aux transformations qu'elles ont vécues. Cette démarche est celle de l'histoire environnementale qui étudie les interactions changeantes entre les êtres et le monde naturel dont les hommes font partie. Les fleuves et les rivières ont occupé dans les années récentes une place de choix dans ce dynamisme historiographique. Un ouvrage international a été publié sur les fleuves dans l'histoire et une éco-biographie du Rhin a été également publiée par l'historien américain Mark Siock. Ces histoires de rivières, ou plutôt des interactions hommes-rivières, ont évolué depuis les récits dichotomiques, soit de la conquête sur la nature, soit de la dégradation écologique des fleuves, vers des approches qui étudient désormais la coévolution entre les sociétés riveraines et leurs cours d'eau. Alors, pour étudier cette coévolution, quel pas de temps utiliser? On a évoqué tout à l'heure différents pas de temps, l'année, le mois, voire la journée. Alors, je m'inspirerai ici d'un écrit de l'historien Vincent Lemire qui a étudié la question de l'eau à Jérusalem sur près d'un siècle et qui a proposé le néologisme hydro-histoire. Je cite « Chronologie politique, administrative, histoire des techniques, courbes pluviométriques, rythme saisonnier, croissance démographique, évolution économique, mémoire religieuse, puisque nous sommes à Jérusalem. Toutes ces temporalités décalées participent ensemble à la conjugaison d'un temps de l'eau complexe et pluriel. » En effet, les fleuves sont inscrits dans des temporalités humaines nombreuses et imbriquées. Si aujourd'hui, on le voit bien, la chronologie politique, administrative est quand même plus stable qu'au XIXe siècle ou encore dans l'entre-deux-guerres, nous continuons à nous poser des questions sur les rythmes saisonniers ou climatiques. Alors, dans le troisième quart du XXe siècle, un fameux historien français, Fernand Braudel, auteur d'une grande thèse sur la Méditerranée, avait théorisé l'enchâssement de 3 temps dans le rapport des hommes à leur espace. Le temps long des structures mentales spécifiques, mais également du rapport de l'homme à l'environnement. Dans le cas de la Méditerranée, il s'agit de l'agriculture, céréales, vignes, oliviers, élevage du mouton, maîtrise de l'utilisation de l'eau, ce qui concerne donc le Rhône aval. Tout cela était opposé à la conjoncture, c'est-à-dire à ce qui changeait, les cycles économiques ou les régimes politiques. Et nous sommes encore héritiers de grandes structures, comme le montrent les rapports que nous avons avec les fleuves dans la question du patrimoine, qui rejoue aujourd'hui dans la mise en valeur des fronts d'eau urbains, dans le tourisme, ce patrimoine qui est également conservé dans les musées. La Volga ou le Mississippi, pour les États-Unis, joue un grand rôle dans l'imaginaire national, et j'ai choisi ici, pour illustrer ce point, un célèbre tableau d'Ilya Répine, conservé au musée de l'Ermitage, sur les bateliers de la Volga, qui évoque le difficile transport qui a été fait avec la force humaine avant l'avènement du bateau à vapeur. Le temps moyen de la conjoncture, lui, est donc celui de l'économie ou du politique. C'est celui, par exemple, de l'entre-deux-guerres, mais également celui des fameuses 30 glorieuses, appelées comme telles par l'économiste Fourastier en 1979, 30 glorieuses pendant lesquelles le Rhône a été largement aménagé, même si de nombreux projets dataient des années précédentes. C'est également un temps où les grands travaux, comme Donzère-Mondragon, ont pu être présentés comme une contribution à la grandeur de la France. Bref, l'historien doit jouer avec les temps, le troisième temps étant celui de l'événement, de la catastrophe, comme peuvent l'être les inondations. Alors j'ai parlé des temps, maintenant parlons des échelles. En effet, l'historien ne devrait jamais oublier la dimension spatiale de son étude, tout sujet de recherche étant inscrit dans un espace-temps. Pratiquer des jeux d'échelle allant du local à l'international,
ou du sud de la région lyonnaise jusqu'à l'échelle des systèmes fluviaux européens peut s'avérer une méthode extrêmement féconde lorsque l'on étudie une même période dans les archives. Nous avons évoqué tout à l'heure dans la discussion le fait que le Rhône est un fleuve binational et effectivement souvent comparé à ses deux voisins européens, le Rhin et le Danube, qui ont une dimension encore bien plus internationale. Alors, il faut se rappeler qu'après la fin des guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne de 1815 ne se contenta pas de créer un nouvel ordre politique européen en restaurant des monarchies que la Révolution française avait provisoirement balayées, mais il a également traité du Rhin comme premier fleuve international qui devait être contrôlé par une commission et servir le commerce international. La question de la navigation, j'y reviendrai, est donc cruciale pour comprendre tous ces aménagements dont nous sommes héritiers et également les systèmes de gouvernance d'autrefois. Alors, désormais, les travaux privilégient également le resserrement de la focale, ce qui permet de faire de la collaboration interdisciplinaire et de travailler avec les écologues. N'oublions pas également l'intérêt pour les petites rivières dont avait témoigné un numéro de la revue Géocarrefour il y a maintenant 4 ans, puisque ces rivières sont également souvent les affluents des grands fleuves, et j'y reviendrai en évoquant la région de la Roure tout à l'heure. Venons-en maintenant donc au récit. Tout d'abord, partons du XIXe siècle, considéré comme une période d'industrialisation plutôt que de révolution industrielle, parce que cette industrialisation a été très lente et progressive. Ce qui est nouveau à partir de cette époque, c'est surtout l'impact et l'échelle des projets hydrologiques. L'histoire et l'archéologie ont mis en évidence à quel point les hommes du Moyen-Âge avaient déjà été capables de modifier les tracés des fleuves. Les premiers recoupements de méandres sont attestés pour le Danube et le Rhin dès le XIVe siècle, par exemple. Le XIXe siècle est donc celui d'une nouvelle échelle de projets, de l'urbanisation rapide d'un certain nombre de villes, et de création de ce que certains historiens viennois ont appelé des sites socio-naturels où l'urbanisation a accru la vulnérabilité. Or, se protéger des fleuves et des inondations, c'est bien l'une des premières préoccupations au début du XIXe siècle. Le phénomène inondation était important et il a enclenché les premiers aménagements, lesquels pouvaient d'ailleurs être terrestres. Une succession de digues en terre ont été ainsi construites sur la rive gauche du Rhône, avant même l'inondation de 1840. Elles considéraient alors non seulement l'industrie, mais l'intérêt agricole des propriétaires de la rive gauche du Rhône. Ici, c'est l'extrait du mémoire d'un certain Guillard en 1834. À cette époque, l'industrialisation de la ville nécessite également pour la chimie lourde ou la métallurgie de gros capitaux. Et la protection à l'égard des inondations est vue comme une priorité pour que ces investissements ne soient pas réduits à néant par les caprices du fleuve. Les travaux conçus par von Tulla sur le cours amont du Rhin, à cette époque, sont également destinés à lutter contre les inondations, et c'est dans la génération suivante que s'orientera l'objectif de rectification du Rhin pour la navigation. Cette urbanisation et cette industrialisation ont donc été montrées depuis longtemps. Un article de Jules Blache dans la revue de géographie de Lyon en 1959 évoquait finalement la presque parfaite concordance entre les sites urbains et les rivières françaises. Et Fèvre et Demangeon, dans leur ouvrage déjà cité, avaient ces formules « Vallée du Rhin, lieu de ville », on pourrait presque dire la même chose de la vallée du Rhône, et il continuait en disant que la vie urbaine s'y épanouit comme un fruit du commerce et de l'industrie. Depuis quelques années, l'évolution du rapport ville-fleuve a été schématisée dans les 3 âges de la relation entre la ville et sa rivière. 3 âges illustrés par de nombreuses études de cas, et d'ailleurs de plus en plus sur ces petites rivières. Schématiquement, l'histoire se résumerait ainsi. Premièrement, une rivière sauvage et dangereuse dont la ville s'approche, mais en restant sur une terrasse à l'abri des inondations. Deuxième temps, la rivière domestiquée, voire sacrifiée, disparaissant même du paysage pour les petits cours d'eau,
les Lyonnais ou les Villeurbanais connaissent peut-être de nom la Rise, cours d'eau qui coulait dans le Rhône et qui se jetait tout près d'ici. Troisième temps, celui de la rivière réhabilitée et patrimonialisée, objet de travail urbanistique et architectural sur le fond d'eau, donc qui est un moment toujours en cours. Cette interface ville-fleuve s'est transformée avec la question des transports de marchandises. Et j'en viens donc à l'histoire de la navigation, qui est une histoire qui n'est toujours pas finie sur les grands fleuves, mais qui a désormais ces espaces de plus en plus écartés des lieux de vie. Et donc nous verrons que la tendance a été à la dissociation des fonctions du port fluvial et de la ville. Pour évoquer cette question du transport, je prendrai l'exemple de Montréal, qui a été étudié par une collègue canadienne il y a quelques années. Le Saint-Laurent apparaît dans cette époque d'industrialisation, de développement des transports du 1er 19e siècle, comme la voie par laquelle le progrès et la prospérité arrivent à Montréal. Montréal qui est alors un site de rupture de charge, ce qui engendre donc de nombreux emplois et une économie du commerce et de la manutention. Au XIXe siècle est creusé un canal, le canal de Lachine, pour mettre fin au transbordement terrestre des marchandises et contourner les rapides en amont de Montréal. Puis s'opère l'approfondissement du chenal sur le fleuve. Entre 1844 et 1853, finalement en moins d'une dizaine d'années, il passe de moins de 3 mètres de profondeur à plus de 5,50 mètres, ce qui permet de court-circuiter Québec, qui était le grand port maritime. Désormais, les navires maritimes ne s'arrêtent plus à Québec et la fortune de Montréal s'accroît. Les projets des élites commerciales et industrielles font du Saint-Laurent un chantier perpétuel. Les discours emphatiques cèdent la place à une vision fonctionnelle de l'eau, construite à partir de calculs, débit, niveau de l'eau, déclivité, courant, mouvement de glace, profondeur, largeur, sont minutieusement notés dans des rapports annuels volumineux. Et au fil des décennies, on creuse et on creuse encore le chenal du Saint-Laurent où on le drague. Ces travaux interviennent à peu près donc dans toutes les villes dotées d'un front fluvial, et leur impact pour la société peut être mieux perçu si on les replace dans la longue durée, cette fois-ci séculaire. En effet, le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle voyaient dans un certain nombre de villes une très forte proximité entre les citadins et leurs fleuves. À Paris, l'historienne Isabelle Bacouche a bien montré comment la Seine était encore centrale pour tout un tas d'activités. Nous connaissons dans la plupart des villes les fameux bateaux lavoirs et autres bateaux dans lesquels on venait prendre son bain avec l'eau du fleuve. Mais à partir des années 1800-1840, la Seine devient une progressive source de prospérité à l'échelle nationale par la circulation des marchandises. On veut même faire de Paris une sorte de port maritime. J'ai trouvé encore récemment dans les archives des documents sur des projets de canaux gigantesques qui auraient relié Paris et la Manche. Le trafic sur la Seine, désormais, progresse fortement des années 1880 aux années 1930 grâce au plan Freycinet qui aboutit à la canalisation du fleuve et à la régulation de la navigation. Sur la carte en haut à gauche, vous voyez la répartition assez régulière du trafic et des ports à l'intérieur de Paris. Mais l'évolution séculaire et celle d'une progressive spécialisation du front d'eau dans la ville et de la construction de nombreuses infrastructures. En 1929, Paris ne capte déjà plus qu'un tiers du trafic de l'agglomération. Les autres ports sont ceux de Gennevilliers, Villeneuve-le-Roi, Ivry, Boulogne-Billancourt. Et en 2006, c'est la carte de droite, désormais le nombre de ports a bien diminué dans la capitale, vu comme une vitrine pour les bateaux-mouches et les promeneurs des bords de Seine. Les opérations se déroulent aux marges de la ville, dans les secteurs de Tolbiac et Bercy à l'entrée de Paris, de Victor et Javel en amont. Et donc si durant près de 100 ans, industrialisation, urbanisation et navigation se sont renforcées, comme l'avait également montré Demangeon et Fèvre avec différents exemples. Ici, j'ai choisi celui de Mannheim,
qui est assez révélateur du front d'eau et des grandes darses industrialisées qui coupaient la ville et le fleuve. Cette urbanisation et cette industrialisation n'ont pas été sans poser d'autres problèmes. En effet, durant la fin du XIXe siècle, alors que se développe la question de l'hygiène publique, par souci démographique, éviter les maladies intestinales, les maladies hydriques qui décimaient les petits Français, les petits Allemands, les petits Anglais, c'est alors qu'apparaît le problème de la pollution. Problème beaucoup plus sensible d'ailleurs pour les petits fleuves et les petites rivières, en particulier en Grande-Bretagne, qui n'a pas des fleuves aussi grands que notre pays, et également dans le nord de la France, précocement industrialisé. Le canal de la Deux était une rivière qui a été complètement canalisée à Lille, ou la rivière de l'Espierre qui coulait vers Roubaix-Tourcoing, les grands centres textiles de cette époque. Alors, symbole de cette époque, un rapport de la Rivers Pollution Commission en Grande-Bretagne en 1870. Donc, on avait créé dès 1860 des commissions qui s'intéressaient à la question de la pollution. Et ce rapport contenait la reproduction d'une lettre reçue par la commission, une lettre qui avait été écrite avec l'eau polluée de la rivière Irwell, coulant dans le Lancashire, dans la région de Manchester. Donc, le plaignant avait trempé sa plume dans l'eau pour montrer à quel point on pouvait utiliser l'eau noire pour écrire ses lettres. Et on a un rapport d'ingénieur des ponts et chaussées pour un cours d'eau du nord de la France à la même époque qui décrit d'ailleurs des eaux noires comme de l'encre. Ça ne s'invente pas. Alors, cette rivière pourrait tenir donc lieu, l'Irwell, de parangon de la rivière industrialo-urbaine, dénaturée, transformée par la croissance de Manchester, qui était alors l'atelier du monde pour l'industrie cotonnière, et par l'explosion urbaine. De nombreux autres exemples, comme l'Emshare, rivière complètement canalisée, où l'on voit désormais de gigantesques stations d'épuration, pourrait donc être cité, l'Emshare qui se jette dans le Rhin. Pour contrôler tout cela, l'initiative est souvent venue des pouvoirs locaux. C'est intéressant, c'est un des apports de nombreux travaux d'histoire de montrer comment, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, que ce soit en matière de pollution de l'eau ou de pollution de l'air, les municipalités n'ont pas été inactives. On a souvent désormais tendance à attendre des lois partant du haut, mais c'est souvent des arrêtés municipaux, des commissions municipales qui ont pris l'initiative. Alors en 1899, le maire de la ville d'Essen, en Allemagne, propose de créer une Emshare coopérative où les cités et les industriels se réuniraient pour financer la construction de stations d'épuration, les villes ayant le pouvoir de vote au conseil de cette coopérative. Mais la loi qui va créer la coopérative en 1904, finalement, donne le droit de vote aux grands industriels des mines et de la sidérurgie, qui dès lors contrôlent l'affaire. La politique de cette Emshare coopérative fut donc d'assainir au moindre coût, d'abord par des travaux de rectification et d'endiguement pour accélérer le débit de la rivière et favoriser ce qu'on a commencé à théoriser sous le nom d'auto-épuration, auto-épuration qui était alors encore pensée comme plus grande dans le Rhin tout proche. Ensuite, les dirigeants choisirent systématiquement la méthode la moins perfectionnée et la moins coûteuse de traitement. À l'époque, on note assez peu de mobilisation de la part de la population. De la même manière que la fumée des usines signifiait la prospérité, un maire de la région allemande remarquait que la couleur marron et rougeâtre de la rivière Wupper était signe de bonne conduite des affaires et donc d'emploi. Et nous verrons que lors de la transition environnementale, c'est aussi la désindustrialisation qui a engendré les progrès écologiques. Alors bien sûr, les changements n'ont pas été tous du même ordre que ceux de l'Irwell ou de l'Emshare. Dans certains lieux, les besoins de la navigation ont fait élargir les chenaux, les égouts publics ont pollué plus que les rejets industriels, ou les barrages hydroélectriques ont fait des cours d'eau de simples réservoirs. La croissance urbaine a été également, donc, à la fois sur le plan de la gouvernance et puis sur le plan physique, une grande force d'évolution. Et j'en viens également aux hommes de cette époque, puisque ces citadins étaient victimes encore de l'eau du fleuve. La pollution pouvait être une pollution invisible, bactérienne, qui avait été démontrée par Pasteur et ses disciples en France et par Robert Koch, son homologue allemand, dans les années 1880.
En 1894, une grave épidémie de choléra survient encore en Europe. L'épidémie d'Ebola réveille finalement aussi des systèmes qui étaient déjà à l'ordre à cette époque de contrôle des frontières et du trafic international, sauf que celui-ci ne passait pas par les avions, mais par les bateaux, ce qui explique que les grands ports comme Hambourg en Allemagne ou Toulon en France en 1884 aient été souvent les foyers de départ des épidémies de choléra. Et en 1892, la banlieue de Paris est très touchée. Plusieurs centaines de morts vont être à déplorer dans le nord de la France, alors notamment à cause des prises d'eau en amont de Paris. Prises d'eau à Saint-Denis, au nord, à Neuilly et à Suresnes, donc à l'ouest, en aval de Paris. C'est également le cas encore plus loin, dans la vallée de la Basse-Seine, à Rouen, où les hygiénistes découvrent à quel point l'eau de la Seine est encore bue dans les milieux populaires. On cite des cas de terrassiers ou d'ouvriers qui travaillaient près de la Seine et puis qui s'étaient désaltérés dans l'eau et qui meurent du choléra quelques jours ou quelques heures après. Alors, cette époque est donc aussi celle, finalement, de grandes théories sur ce qu'il faudrait faire et qui ont nourri les travaux du XXe siècle. Dans ce schéma dû à l'ingénieur et docteur en médecine Édouard Rimbaud en 1905, on peut admirer le changement entre les relations de la ville et du fleuve, ce qu'elles étaient, donc la figure du haut, qui nous montre un mélange dans l'espace urbain des points de prélèvement d'eau et puis des canalisations d'égouts. Et donc, quand vous mettez une canalisation d'égout près d'un point d'eau, eh bien, effectivement, l'épidémie est facilitée. Et puis, l'idéal présenté par Édouard Rimbaud, les relations de la ville et du fleuve, ce qu'elles devraient être. Et dans cet idéal, une rationalisation de l'espace urbain et de son agglomération donc, est pensée avec une station de filtration des eaux du fleuve en amont, donc on ne prend plus l'eau dans le fleuve lui-même, des réseaux de canalisation à la fois pour l'eau potable et pour l'eau usée, et puis on ne rejette pas les eaux usées dans le fleuve non plus, mais on les épure, ou même, encore mieux, on les utilise pour des champs d'épandage. Il y avait de célèbres champs d'épandage à Paris à l'époque, qui étaient cependant loin d'épurer toutes les eaux rejetées par la capitale, mais qui étaient célébrés par les agronomes pour faire de l'économie circulaire avant de la lettre et pour fertiliser les champs. Alors, c'est l'époque donc, où s'est développée finalement toute une industrie de l'ingénierie sanitaire, le terme date également de cette fin du XIXe siècle, qui a créé les premières grandes stations d'épuration. Ces stations n'ont pas été d'ailleurs utilisées en premier lieu sur les grands fleuves ou pour les grandes villes. Dans le cas de la région, c'est Oullins, petite ville ouvrière à l'époque, avec des abattoirs, des ateliers de chemin de fer, qui fit le choix d'une station d'épuration avant le rejet de ses eaux usées au Rhône au début des années 1910. Mais sa grande voisine, Lyon, si elle avait de tels projets avant la Première Guerre mondiale, n'a pas continué sur la même voie. Pour faire de grosses économies sur son projet d'assainissement, le maire de Lyon demande au Conseil supérieur d'hygiène de France, en juin 1919, si, par dérogation aux règles formulées par le Conseil supérieur d'hygiène, la ville peut évacuer au Rhône des eaux d'égout simplement décantées. Je cite le rapport de la docte Assemblée qui conclut favorablement. Il demeure entendu que si le Conseil supérieur d'hygiène admet cette dérogation pour le cas particulier de la ville de Lyon, il n'entend pas créer un précédent. Si d'autres villes croient devoir réclamer également une atténuation dans les conditions imposées pour l'évacuation de leurs eaux usées, elles devront s'adresser au Conseil supérieur d'hygiène. C'est pourtant ce qui va s'imposer dans l'entre-deux-guerres, ou alors ce qui va se concrétiser de facto avec le saucissonnage des projets d'assainissement en diverses tranches, la station d'épuration, vous vous en doutez, étant toujours repoussée dans la dernière tranche des projets d'assainissement, les conditions économiques de l'entre-deux-guerres et des années 30 empêchant souvent de réaliser cette dernière tranche. C'est ainsi que la première station d'épuration lyonnaise est inaugurée en 1971, mais ça a été encore bien plus tardif dans d'autres villes plus en aval du Rhône que je n'oserais pas citer. Alors, nous en venons au quatrième acte. Les fleuves, donc dans cet entre-deux-guerres, dans cette partie qui nous ramène avant la Deuxième Guerre mondiale et les Trente Glorieuses,
c'est également une époque où l'on pense déjà en termes de jeux d'échelle emboîtés, en termes de fleuves appareils de circulation internationale. J'écoutais avec attention tout à l'heure les questions sur la gouvernance franco-suisse, puisque dans les archives la semaine dernière, j'ai trouvé de nombreux documents sur les grands projets que un certain nombre de lobbies genevois avaient promus dans l'entre-deux-guerres pour mettre le Rhône en rapport avec le Rhin. Alors, il y avait tout un ensemble de projets qui devaient promouvoir la croissance économique de Genève. Ceci, d'ailleurs, n'était pas complètement nouveau, et cette vision du Rhône dans un système de navigation internationale était déjà présente dans un rapport de l'ingénieur en chef du service spécial du Rhône en 1887, qui, à son ministre, écrivait « La vallée du Rhône est aujourd'hui l'une des plus grandes routes commerciales du monde, et l'avenir lui réserve sans doute un mouvement plus considérable encore. Elle est la seule par laquelle une voie navigable puisse aboutir à la Méditerranée et diriger vers cette mer et vers l'Orient, on est encore en plein apogée de l'empire colonial, les transports fluviaux d'une grande partie de la France. » J'ai cité tout à l'heure Fèvre et Demangeon sur le Rhin. Et toute cette époque donc est fertile en grands projets, à la fois de voies de navigation internationales qui n'ont pas été toutes réalisées, loin de là, et puis également en projets de ports. À gauche, c'est une gravure de Fèvre et Demangeon sur le port fluvial de Strasbourg. À droite, c'est le port de Bordeaux. Des ports qui sont de plus en plus éloignés des centres-villes à mesure que la taille des bateaux augmente, que le trafic augmente, que le stockage des grains, de toutes les autres matières premières prend de la place. On peut évoquer également l'exemple de Lyon, où le port Rambaud était inauguré au milieu des années 20, et puis quelques années plus tard, c'est autour du port Édouard Herriot, baptisé ainsi du vivant du maire, donc dans les années 30. Le même phénomène, d'ailleurs, s'est opéré également à Montréal, déjà cité, où vous vous souvenez que Montréal avait capté le trafic de Québec. Eh bien, quelques années plus tard, c'est Montréal qui craint pour son économie, puisqu'on veut faire du Saint-Laurent une voie d'accès au Grand Lac par la création d'une voie maritime, avec cette fois-ci une profondeur de 8,20 mètres et une largeur de 25 mètres du chenal, et ce qui risquait de court-circuiter le port. Conclusion sur cette ère industrielle, c'est l'occasion d'un processus d'éloignement de la ville et de sa rivière, éloignement qui figurait même dans les publicités que l'on trouvait dans les revues qui promouvaient les aménagements. Julien Gracq, géographe et fameux écrivain, expliquait ça également dans le cas de sa ville natale, Nantes. Il écrivait que la Loire n'a pas été seulement chassée du centre de la ville, elle semble avoir été traitée comme une servitude gênante et polluante, comme une de ces déviations routières soigneusement tenues à distance. Et une collègue est actuellement en train de préparer un livre sur Nantes où on a carrément comblé 2 bras de la Loire qui ont été complètement oubliés dans le paysage urbain. Mais dès cette époque, la circulation n'est pas l'alpha et l'oméga de la relation au fleuve. Écoutons la vision pionnière du géographe Élisée Reclus dans son Histoire d'un ruisseau, paru en 1869. L'homme a su jusqu'à maintenant beaucoup mieux utiliser les eaux du ruisseau que celles du grand fleuve. À peine la 1000e partie de sa force est employée pour l'industrie. Ces eaux, loin de se déverser sur les campagnes en cadeaux fécondants, sont au contraire bordées de digues latérales et retenues inutilement dans leur lit. Avant que l'agriculteur et l'industriel puissent avec confiance faire travailler les eaux du fleuve à leur profit, il faut qu'ils cessent d'en craindre les écarts et soient maîtres d'en régler le débit suivant leurs besoins. Et même quand la science leur fournira les moyens d'apprivoiser le fleuve et de les mener en laisse, ils seront impuissants tant qu'ils restent isolés dans leurs travaux et ne s'associeront pas afin de régulariser de concert la force encore brutale de la masse d'eau qui coule presque inutile devant eux. C'est un bon résumé de cette époque scientiste et pleine d'espoir dans les aménagements intégrés et la collaboration entre les différents usages. Durant l'entre-deux-guerres, ces espoirs sont devenus réalité. Et on peut noter la précocité des plans rationnels en vue d'aménagements multi-usages. Même
légèrement avant l'entre-deux-guerres, où différentes structures sur l'aménagement du Rhône sont promues par les Lyonnais, les Suisses, voire les Parisiens. Dans les années 1930, des nombreux congrès de la Ligue générale pour l'aménagement et l'utilisation des eaux se tiennent et promeuvent l'idée d'un aménagement à plusieurs buts. Ainsi, en 1938, le congrès se tient à Lyon et les congressistes peuvent visiter à la fois le service municipal des eaux de Lyon à l'usine de Saint-Clair, donc fonction eau potable, le barrage de Jons et l'usine de jaunage de la Société des forces motrices du Rhône, le port Rambaud, les nouvelles installations du port Édouard Herriot et facultativement le samedi faire une excursion au barrage de Génissia, alors en construction. Venons-en désormais à la troisième grande époque, c'est celle de l'après-1945, qui suit finalement la concrétisation de tous ces projets. La place des fleuves, donc, dans cette transition environnementale qui a encadré la création des grandes politiques de l'environnement au tournant des années 1970, cette place des fleuves est très importante, mais également la place des rivières en général. La conscience de leur nécessaire préservation a bien sûr commencé bien avant 1970, vous vous souvenez des documents sur la pollution, et au début du XXe siècle en France, dans le cas des petites rivières, par les pêcheurs amateurs. Comme l'écrivait d'ailleurs Robert Poujade, le premier titulaire du ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement, les premiers combattants de la bataille de l'eau ont été les pêcheurs et ils sont demeurés à la pointe du combat. La question de la pêche a été également cruciale dans le cas du Rhin, et la mobilisation néerlandaise ne fut pas pour rien dans la création d'une commission internationale pour la protection du Rhin, qui signa sa première convention en 1963. Du côté allemand, et je vous vous rappelez de la Ruhr, les associations de pêcheurs ont également poussé et ont obtenu une loi prise en 1957 pour la politique de l'eau. En France, on connaît bien la loi de 1964, et elle est précédée finalement par une mobilisation sociale. Les conflits entre pêcheurs et industriels s'accélèrent dans les années 1950. Le thème de l'eau s'introduit dans les préoccupations des patrons français. Les pêcheurs et les industriels se rencontrent même dans des associations communes et discutent avec la commission de l'eau du commissariat au plan. Ceci engendre donc la création des agences de l'eau, la question de leur mise en fonctionnement et du recouvrement de taxes qui entrent vraiment en fonction à partir de 1968. Et ceci nécessite la mise en chiffres, la mise en carte, la mise en données des questions environnementales. Auparavant, c'était la navigation, la production hydroélectrique et l'irrigation qui avaient généré tous ces chiffres. Donc, débute dans les années 1970 un processus de plusieurs années pour l'inventaire de la pollution et des pollueurs, processus qui est désormais dans les archives départementales. Des mesures de prévention sont progressivement mises en place également au niveau local, stations d'épuration, processus industriels qui rejettent moins d'eau polluante, etc. Cette mise en chiffres, je vous écoutais tout à l'heure parler de prospective, c'est intéressant parce qu'elle a déjà un objectif de prospective. En 1971, on calcule les différents chiffres de la pollution du Rhône à horizon 1985. Vous voyez, je ne sais pas si on les avait atteints en 1985, mais c'est intéressant de réfléchir aussi sur l'échelle de temps que l'on se donne quand on fait de la prospective. Et Robert Poujade, en 1975, tirant le bilan de son expérience ministérielle, se montrait déjà critique vis-à-vis de ces statistiques. Le système des redevances, d'ailleurs, était à améliorer. Je cite, « Il ne tenait pas compte de l'effet des rejets sur la vie aquatique ». Désormais, on compte beaucoup plus, donc on parle même de restauration écologique. La question pour l'historien est donc de savoir aussi quel est le bon état écologique, bien sûr, de rappeler tous les aménagements qui ont été faits et que finalement il n'y a pas forcément d'état de référence, et puis également de remarquer que malgré la création d'outils de surveillance toujours plus sophistiqués, la communication est toujours simplifiée, un peu comme pour l'air que l'on respire. Il y a la qualité bonne, très bonne, moyenne, médiocre et mauvaise.
L'historien peut remarquer également quelques autres aspects temporels de ces processus. D'une part, l'évolution des mesures de la qualité de l'eau. Ces mesures se mettent à intégrer de nouveaux paramètres inconnus quelques années auparavant. La pollution hormonale, pharmaceutique, que les stations d'épuration ont du mal à épurer, n'était pas pensée en 1971. L'évolution des seuils normatifs qui, au fil du temps, sont de plus en plus contraignants. Une histoire de la négociation qui peut présider à la fixation d'un seuil est intéressante. Enfin, la dimension temporelle duale de ces pollutions, avec les pollutions exceptionnelles, accidentelles, comme aimaient bien le dire les articles de presse de l'époque, et les pollutions par des éléments à longue durée de vie et accumulables par les organismes vivants en bout de chaîne alimentaire, phénomène qui avait été révélé au niveau international par la biologiste américaine Rachel Carson dès 1962. Enfin, en reprenant une dimension spatiale et évoquant aussi l'évolution spatio-temporelle des zones polluantes. Si l'ère industrielle-urbaine lyonnaise était la préoccupation première des ingénieurs et des décideurs du début des années 1970, l'échelle s'est largement élargie. On embrasse également les questions des pollutions agricoles et du couloir de la Saône désormais. Attention désormais à ne pas survaloriser également le tournant environnemental. La conjoncture économique a pu jouer un rôle. Ainsi, dans la Roure, l'amélioration de la qualité en termes de la teneur en métaux lourds a certes été liée à de gros investissements menés à cause des pressions fédérales et européennes, mais également au déclin de l'industrie dans la région. Et donc ces questions de déclin industriel peuvent aussi jouer un rôle dans l'évolution de la qualité des eaux. Alors en conclusion, je commencerai par une dernière citation de Victor Hugo. « Vous savez, je vous l'ai dit souvent, j'aime les fleuves. Les fleuves charrient les idées aussi bien que les marchandises. Tout a son rôle magnifique dans la création. Les fleuves, comme d'immenses clairons, chantent à l'océan la beauté de la terre, la culture des champs, la splendeur des villes et la gloire des hommes. » Après une phase d'aménagement et d'exploitation intense des fleuves que j'ai montré dans le XIXe siècle et l'entre-deux-guerres, nous sommes désormais dans la société du tourisme et de l'environnement, du patrimoine, où la valorisation du fleuve cherche finalement à renouer avec cet émerveillement romantique de Victor Hugo. Loin de la poésie, mais tout aussi utile peut-être, l'histoire révèle premièrement les transformations d'un environnement fluvial devenu un vrai paysage hybride au fil des transformations industrielles, agricoles, urbanistiques. Deuxièmement, les jeux successifs d'acteurs, toujours plus nombreux, on l'a vu également précédemment, dans des procédures toujours plus complexes pour arbitrer les visions divergentes de la place à donner à la rivière et aux activités qui l'utilisent. Troisièmement, les actions successives sans cesse recommencées pour lutter contre les crues ou pour draguer les chenaux ou pour restaurer les rivières. Certes, la fonction navigation a été dans beaucoup de localités victime de la concurrence du rail, puis de la route, mais elle a pu rester un facteur de structuration des représentations du territoire et le fleuve reste toujours un outil, soit pratique, soit symbolique, de mise en relation des villes. Alors beaucoup de travail historique reste encore à accomplir pour se rapprocher de cette relation disparue avec le fleuve. Plutôt que de faire l'histoire bataille des grands aménagements, qui est bien connue, l'historien est là pour apporter sa technique des archives, du croisement des sources et faire comprendre les processus de décision sans lesquels il n'y aurait pas de modification de l'environnement. Pour notre fleuve Rhône, ce sont des milliers de cartons d'archives qui attendent encore d'être exploités, qui gardent trace des rapports d'ingénieurs du XIXe siècle, comme le célèbre Girardon, mais également des statistiques relevées à l'époque sur la navigation, de rapports relatifs aux délits de pêche, de documents relatifs aux premiers grands projets d'aménagement interdépartementaux. Enfin, cette histoire n'est pas seulement celle des ingénieurs et des décideurs économiques et politiques, mais aussi celle des millions d'hommes et de femmes qui ont vécu, travaillé, voyagé d'une rive à l'autre, d'un point à l'autre, et pour lesquels la transformation a pu soit être bénéfique, soit imposer une reconversion. On en revient donc à l'homme, car peut-être toute connaissance et tout discours sur le fleuve ne serait-il aussi qu'un discours sur l'homme et sur sa relation à l'environnement.